fait cet appel, hein, a fait cet appel qui est que nous devons, enfin, qui devait aller contre les djihadistes. Je suis parti à l'époque avec mon vice-président. Nous nous sommes retrouvés à Bruxelles à une conférence. Nous étions les seuls parce qu'à cette table, il y avait des frères et des sœurs du Mali. Et on a failli même être lynchés. Parce que nous avions dit que ce n'est pas normal qu'une situation qui se passe comme ça, que d'abord les premiers concernés, ce sont les Maliens. Si les Maliens disent que le problème les dépasse, alors qu'ils fassent appel à la communauté internationale africaine. Parce que le problème communauté internationale, on parle de national et d'international. Donc, quand je suis au Mali, je suis un national. Donc, à partir de ce moment où je sors, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Algérie, le Niger, le Congo font partie des communautés internationales, je dis bien africaines. Mais ce n'est pas ça. La France s'est arrogé le droit de venir intervenir au Mali comme étant un gendarme. Et on a vendu une histoire à dormir debout. Oui. J'ai publié un article, je pense en 2000, je sais plus, peut-être 2012, où j'ai dit non, que la France n'a pas pu payer comment on appelle, la dette du Mali. Donc on peut le trouver. Ce qui est assez symptomatique dans cette histoire, je prends le cas du Mali, puisque les Maliens sont en train d'être anti-français, c'est que les Touaregs, on les trouve en Libye, on les trouve au Mali, on les trouve au Burkina Faso, on les trouve au Niger et au Tchad. Mais la plus grande communauté des Touaregs se trouve au Niger. Je dis bien au Niger. Or, c'est au Niger se trouve la fameuse usine qu'on appelle Areva. C'est-à-dire que c'est là-bas que la France, depuis 1959, exploite l'uranium presque gratuitement du Niger. C'est grâce à l'uranium du Niger que 80% du territoire français est électrifié. Donc, vous convenez avec moi que quand la France est là-bas, ça veut dire que c'est une manne sur laquelle elle ne doit pas jouer. Or, cette usine se trouve dans la zone de Arlit. Si vous regardez maintenant la carte, vous allez vous rendre que quand on parle de Tombouctou, on va plus facilement à Arlit que de descendre à Bamako qui est plus loin. Donc, c'est soi-disant djihadistes qui avaient décidé d'aller, et eux, en fait, c'était d'aller attaquer Arlit, c'est-à-dire dans les zones d'Arlit où se trouve Areva, et d'aller attaquer aussi l'autre usine qui se trouve en Alger. Mais les Français ont pris ce prétexte pour dire que ces gens, vous imaginez, Bamako est quand même une ville qui a au moins, je crois, entre 1 et 2 millions d'habitants. Non seulement il y a la garde présidentielle, il y a la gendarmerie, il y a la police. Et vous pensez que des gens qui vont venir à une vingtaine de pick-up vont venir aller attaquer et récupérer le pouvoir comme ça à Bamako? C'est comme qu'on soit sérieux. Bon, je vais même considérer que c'est 100 pick-up. Dans un pick-up, il y a combien de personnes qu'on peut mettre? Et ils vont venir, ils vont traverser, ils vont passer de Tombouctou jusqu'à, comment on appelle, à Bamako. Non, ce n'est pas là-bas ils allaient. Ils allaient détruire Areva. Parce que dans la zone où est située Areva, les Touaregs qui sont là-bas, puisque c'est des peuples nomades, les eaux sont devenues des eaux, enfin, il y a des éléments radioactifs qui font que les gens meurent. Parce qu'on traite l'uranium là-bas. L'uranium est radioactif. Donc les gens ont des maladies là-bas. Et il ne peut pas parler parce que, bon, les gouvernements nigériens sont complices. Et voilà que ces gens qui sont venus, dont je n'apprécie pas leur manière de faire, ont décidé d'aller attaquer ces installations. Comme les gens ont compris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé l'idée selon laquelle les gens descendaient à Bamako. En réalité, c'était pour défendre leurs intérêts.
Et c'est ce qui s'est passé. Et comme Djakunda, qui était là à l'époque, qui n'a pas été élu, a envoyé un document, il avait demandé à avoir ce qu'il appelle un appui aérien. Les Français ont dit, donc l'ambassadeur de France, qui est au Mali, a renvoyé notre document pour lui, lui-même il a rédigé, pour lui de signer. Ce n'est plus un appui aérien, puisque les soldats maliens, eux, ils allaient faire le travail en bas, et l'armée française, avec l'appui aérien, allait le faire. Il a dit non, qu'il demande que la France intervienne, de signer. Je ne sais pas, comme il n'y a pas de légitimité, il a signé. Finalement, ce que les Maliens ont demandé, c'est ce qui s'est passé sur le terrain. C'est-à-dire les soldats maliens étant à terre et l'armée française au-dessus. Mais dans le document qui a été signé, c'est comme si c'est la France qui a fait tout le travail. Et quand ils sont arrivés au niveau de Kidal, où vous avez le MNLA, le mouvement national de l'Azawad, qui est supporté par un monsieur comme Alain Juppé. C'est-à-dire, Alain Juppé fait partie de ces personnes qui, en France, défendent la cause des Touaregs au Mali, mais ne défendent pas la cause de la majorité des Touaregs qui se trouvent au Niger. Il y a un paradoxe. Donc, Alain Juppé, ils vont donc créer ce... Donc, quand ils arrivent au niveau de Kidal, l'armée française dit stop. Stop, n'arrêtez pas. Donc, on a bloqué les soldats maliens qui voulaient libérer leur territoire, à la fois de djihadistes et puis tous ceux qui étaient dans cette idée de sécession. Donc, l'armée française s'est imposée. Quand Ibeka vient, on lui transmet un document qu'il signe parce que avis de pouvoir. Et ça fait qu'aujourd'hui où je vous parle, on a un État dans un État. Parce que l'objectif, c'est cette zone-là, dont vous avez le MNA, qui est quand même comme une entité. L'armée, c'est-à-dire l'armée malienne ne peut pas aller là-bas. Et ils sont là. Donc les Français sont interposés. On a créé donc un État. À la limite, je ne le souhaite pas. Et il faut que nous nous battions. Parce qu'il faut aussi que nous le sachions. Ils sont capables de d'épaisser le Mali pour dire que c'est un territoire trop vaste, comme ils l'ont fait au Soudan, pour créer encore un deuxième État. Vous voyez quelle est la démarche qui est entreprise dans le fait que les gens décapitent l'Afrique. Mais lorsque les Maliens expriment cela, où se trouve le sentiment anti-français? Lorsque M. Macron est élu, sa première visite, c'est là-bas il va. J'ai parlé tout à l'heure de l'uranium du Niger, mais on oublie que le Mali est le 3e producteur d'or en Afrique. Après l'Afrique du Sud, le Ghana, c'est le Mali. Et l'or du Mali se trouve à la Banque de France. Pourtant, les Maliens en ont besoin pour développer leur pays. Or, un jour, je ferai un développement dessus. Vous allez voir. Si vous lisez les mémoires de De Gaulle, je vous en parlerai. Or, lorsqu'il y a eu cette fameuse guerre de 1939-1945, le Mali, c'est à Bamako et à Djenné qu'on a gardé l'or de certain nombre de pays. Je vais les citer. La France, la Belgique, le Danemark et la Suède. Parce que les nazis voulaient s'approprier ce or-là. Enfin, c'est différent. Et c'est au Mali. Une grande partie au Mali, une petite partie au Sénégal. Après, on a tout envoyé au Mali. Ce n'est pas moi qui l'ai, c'est De Gaulle qui l'a dans ses mémoires. Je vous ferai part de ça. Donc, le Mali a été cette terre qui a permis aux nazis, qui a permis à la France que son or échappe aux nazis. Mais en retour, mon frère Guy Anticonvenu, je te salue. Paul Guégué, sois le bienvenu. Cyprien, cher frère. Rosine, je te salue également. Donc, en retour, le Mali qui a son or, comment se fait-il que son or se trouve au trésor français et que les Français s'en approprient comme si les Maliens n'ont rien à voir. Et même à la limite, ils sont injuriés, rentrés chez vous et autres, alors que c'est l'or du Mali qui continue d'être un peu cette base. C'est une des parties, hein, c'est pas insignifiant, qui est aussi mis là-bas, qui permet de parler de la France, la grandeur, etc. Vous voyez, nous avons ces différents éléments. Donc, il faut qu'on en parle pour que les gens sachent. Ce n'est pas moi qui le dis. Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est une parenthèse que je fais. Mon livre qui sort très bientôt, j'attends que mon éditeur et moi, nous
accordons pour parler un peu des différentes édicaces, il y a des choses que vous allez apprendre. Il y a d'autres choses que vous connaissez, il y a peut-être d'autres choses que vous allez découvrir. Vous voyez? Donc, pour ne pas trop me perdre dans le fil de ce que je dis, c'était ça l'idée de la question relative aux sentiments anti-français. Moi, ça m'a forcément marqué qu'on l'inscrive presque comme un crime contre l'humanité. J'ai peur que demain, si nous ne prenons pas garde, qu'on puisse attaquer nos frères du Mali parce que, soi-disant, avec la propagande qui a eu lieu, qu'il y a un sentiment anti-français. On a fait ce tapage-là, et peut-être que bientôt, comme on le sait, puisqu'on sait que le Mali est un pays dont le sous-sol rigole de pratiquement des ressources naturelles indescriptibles. Ils ont du pétrole, il y a tout ça, etc. C'est d'ailleurs pour ça que la France veut couper, puisqu'elle sait que si l'uranium, parce que l'uranium ne s'arrête pas à la frontière, les frontières, comment je vais dire, définies au fameux congrès de Berlin du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, non? S'il y a l'uranium au Mali, non, au Niger, ça doit forcément être, il y en a au Mali. Donc, comment faire pour que nous-mêmes, nos propres ressources, nous ne puissions pas en bénéficier? Voilà la stratégie que la France utilise au Mali. Mais le leur faire comprendre, est-ce que c'est avoir un sentiment anti-français. Il n'y a pas longtemps, on a vu le 20 décembre dernier, M. Alassane Dramane Ouattara et M. Macron ont signé des documents nous concernant, dont nous on ne sait même pas quel est le contenu. Les parlementaires français ont appelé le directeur de la Banque de France et celui du Trésor pour qu'ils s'expliquent. Et nous, jusque-là, moutus, bouscouille. Donc, tout ce qui nous regarde, c'est les autres qui traitent. Tout ce qui nous concerne, c'est les autres qui traitent. Quand on nous insulte, c'est normal, parce qu'en réalité, les gens nous considèrent comme n'étant pas des humains. Je le dis toujours, c'est pas malheureux. Pourquoi est-ce que sur les gens, que ce soit des enfants et autres, tout ça, quand on nous voit, on nous traite de singes? Parce que notre humanité est niée. Oui, on ne nous considère pas comme des humains. Parce que quand quelqu'un il vient, il fait banane, wow, ça veut dire que toi, tu n'es pas un homme, tu n'as pas encore atteint le degré d'être dans la catégorie des humains. Et il n'y a pas longtemps, vous avez vu RFI a fait, enfin, ça fait partie maintenant de la coutume. Ils se sont même exclamés du fait que depuis que le coronavirus est venu, que l'Afrique, ils sont étonnés qu'en Afrique, il n'y en a pas. Comme si il y a une maladie, on doit forcément l'avoir. Ah, pauvre Afrique. Mais si nous, on disait la même chose, on a dit c'est sentiment anti-français. Pourquoi? Eux, ils peuvent dire des choses sur nous. Mais quand nous avons quelque chose à dire, cela devient un sentiment anti-français. Je parle de la France parce que c'est vraiment elle qui est ce pays-là, qui, bien que nous ayant occupés, nous ayant agressés, qui, depuis que nous avons eu, soi-disant, ces indépendances formelles, est toujours là et ne veut pas partir. Les autres pays se sont éloignés. Ils ont envie, mais ils se sont éloignés. Mais la France est ce pays-là qui est encore là, qui signe des accords bizarres, qui s'arroge le droit des pays, des droits de l'homme, en même temps fait le contraire de ce que cette nation a dit. Les dirigeants sont dans un système assez bizarre. Vous avez donc des avocats français qui sont là pour aller tripatouiller les constitutions en Afrique. Ça s'est passé au Togo. Vous avez des avocats français qui sont dans cette histoire. On l'a vu tout récemment, le 6 février dernier. Ouattara dit que ce n'est pas lui qui les a envoyés. Maintenant, je dis, bon, si ce n'est pas lui, bon, qu'à cela ne tienne. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Voyez. Donc, ces différents éléments du sentiment anti-français, supposé pour moi, c'est supposé, parce que le fait de dire la vérité à quelqu'un, ce n'est pas eux-mêmes qui disent qu'on doit dire la vérité, que c'est le principe démocratique de s'exprimer. Ça fait partie d'un des principes. C'est une question de droit. Le droit qu'a l'individu d'exprimer son opinion.
Si les Africains expriment une opinion qui malheureusement est une opinion qui est majoritaire, cela ne traduit pas un sentiment anti-français. De Gaulle a fait sortir la France de l'OTAN. Pourtant, les Français reconnaissent que les Américains ont été ceux-là qui les ont aidés. De Gaulle est venu, quand il prend le pouvoir, le coup d'État, parce que De Gaulle, il a été élu une seule fois, en 1965. Sinon, en 1944, c'est à la fin de la guerre, il vient. Quand il revient le 13 mai 1958, c'est à la suite d'un coup d'État. Donc, il n'a pas été la seule fois où il a été élu, c'était en 1965. Mais quand De Gaulle est là, De Gaulle, qu'est-ce qu'il fait? Il y avait les bases françaises, les bases américaines. Il demande aux bases américaines de partir. Et les Américains sont partis. Il n'y a pas eu de sentiments anti-américains. Quand nous demandons à ce que les bases françaises partent, parce que nous sommes tellement généreux, nous disons que la France a des problèmes d'ordre d'économie, dont elle peut faire des économies. Et puis la France dit qu'elle est dans un combat contre le terrorisme. Bien, mais c'est pour protéger son territoire. Pour que fait la France à Djibouti, en Côte d'Ivoire, à N'Djamena, ainsi de suite? Pour qu'est-ce qu'elle fait là-bas? C'est mieux d'envoyer toutes ces bases-là en France pour protéger les frontières, de telle sorte que les djihadistes, comme on les appelle, ou bien les terroristes, ne viennent pas. Mais vous êtes là-bas, pourquoi? Nous, on leur demande simplement. Et en le disant, on nous parle de sentiments anti-français. À telle enseigne même que, comme je vous l'ai montré tout au début, c'est arrivé à la CPI. Et le journaliste pose la question au ministre Charles Blé Goudé. Le fait de demander que les bases militaires françaises puissent être fermées est un sentiment anti-français. Et vous voyez que notre jeune frère Kémy Séba est traité de anti-français. Et souvent aussi, malheureusement pour nous, beaucoup d'entre nous, nous prenons les propos des autres. On peut ne pas aimer Kémy Séba, on peut avoir des divergences idéologiques et autres, tout ça, des manières de faire, oui. Mais faisons attention à ce que nous ne prenons pas, ce que les autres demandent. Parce que c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Parce qu'on nous utilise. Quand nous sommes là, on va prendre quelqu'un d'entre nous qui va dire, ah oui, mais moi, je n'aime pas taper. Ok, tu peux ne pas m'aimer. Moi, je ne cherche pas l'amour de tout le monde. Mais ce que je demande, c'est le respect. Il faut que nous apprenions à nous respecter. Et on va utiliser ces différents éléments-là. Alors, pour, évidemment, diviser. Et dans cette division, on va prendre un prétexte pour attaquer nos États. Vous voyez? Et ça, je pense qu'il faut que nous apprenions à nous former. C'est très important. Parce que plus nous sommes formés, plus nous comprenons qu'effectivement, ce combat-là, ce n'est pas un combat d'enclos coloniaux. Oui, moi, je parle d'enclos coloniaux, ce qu'on appelle les pays. Il faut qu'on arrive à ce dépassement-là. Parce que quand les gens arrivent et ils viennent, parce qu'ils s'en foutent que vous venez de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Niger, ils s'en foutent. On vous traite de la même manière. Mais nous, on ne fait pas attention. On est prêt à aller et à donner même, sans nous rendre compte, des informations qui vont être nocives ou dangereuses pour les autres personnes avec lesquelles nous travaillons. Nous sommes. Voyez, donc faisons attention. C'est très très important. C'est pour cela que je pense que nous devions de temps en temps nous informer, lire et comprendre un certain nombre de choses. Parce que les autres ne viennent pas chez nous parce qu'ils nous aiment. Ils viennent chez nous parce qu'il y a un intérêt dont ils ont besoin. Est-ce que nous sommes dans cette logique? Ne restons pas là en disant, mais voilà, on va se battre. Pour qui? Parce que l'histoire nous montre qu'à un moment donné de notre histoire, de l'histoire de l'Afrique, moi je suis un Africain, panafricain convaincu que les autres ne nous voient pas de la même manière que nous les voyons.
souvent nous faisons un effort pour pouvoir les ressembler. Mais eux, quel que soit ce que nous ferons, ils ne nous considèrent pas comme les leurs. Ils nous considèrent comme des gens qui n'appartiennent pas à leur classe. Comme ça, ce n'est pas méchant. Il faut que nous le sachions. Donc, il faut effectivement que dans nos positions, nous ayons des positions qui sont fermes. Et il y est urgent, comme le disait Osiajevo, comme un Nkrumah, que l'Afrique puisse s'unir. Comment on s'unit? Mais c'est à travers ces différents éléments dont je suis en train de parler, parce que je sais que ce n'est pas 18, parce que j'ai parlé de cet élément, de ces sentiments anti-français. J'ai quand même fait un grand tour. Je sais que pour certains, peut-être ils sont un peu perdus, mais c'est très important que nous voyons qu'effectivement, quelque chose qui peut être un sentiment supposé, qui est une vérité réelle, que lorsque les Français l'expriment, parce que les Français qui critiquent leurs dirigeants, qui critiquent la politique de leur pays, en aucun moment on ne dit qu'ils ont un sentiment anti-français. Mais lorsqu'un Africain le fait, il est classé de sentiment anti-français. On peut même aller jusqu'à lui ôter la vie. Et j'ai parlé de ce sentiment anti-français à la CPI parce que c'est un élément sur lequel Mme Fatou Bensouda s'est appuyée. Et je trouve ça assez dommageable et assez grave. Comment la soi-disant, ou bien le soi-disant supposé sentiment anti-français peut apparaître à la CPI. Je trouve ça assez grave. Je voudrais finir, même si ça ne fait pas partie de l'objet, parce qu'il me reste 5 minutes, vous montrer 2 vidéos, parce que je sais que c'est quelque chose quand même qui a défrayé la chronique ces 2 derniers temps. Je ne vais pas m'étaler dessus, et je pense que, vous savez, mais pour moi, il est tout à fait intéressant que nous écoutions quelqu'un. Je sors un peu du cadre pour parler un peu de la déclaration de M. Alassane Dramane Ouattara. Et donc, comme je disais, on voit qu'on parle de quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui est extraordinaire dans ce que ce monsieur a dit? Puisque, voilà ce que dit monsieur. On va écouter son conseiller, celui qui a fait partie des choses, monsieur Cissé Bakongo. Écoutons-le, vous allez voir ce qu'il dit. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. La Constitution actuelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle Constitution va balayer tous les effets de l'ancienne Constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. C'est ça la clarification. C'est-à-dire un texte qui arrive, quand on parle il de balaye les effets du texte précédent. Non. Quand on parle de clarification, c'est ça. Mais le président l'a dit. Il faut rassurer. Mais il a dit qu'il ne se présentera plus. Mais vous voulez qu'on rassure comment? La nouvelle Constitution, c'est clair aussi. En tout cas, vous le dites clairement. Bien. Donc, ça c'est un premier élément. Le même Cissé Bakongo, parce que c'est un juriste, hein, il est professeur d'université. Est-ce que la Constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, On vient maintenant sur le Conseil des ministres extraordinaire Excusez-moi. qui s'est tenu cet après-midi au palais présidentiel au cours duquel le chef du gouvernement a présenté sa démission et celle de l'équipe gouvernementale au président de la République Alassane Ouattara après avoir passé 5 années à la primature. Je vais, désolé. La Constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un 3e mandat. Non. Ah, pourquoi? Et pourquoi? Article 183. Comment? Article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les textes pris en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances et autres, qui sont en vigueur au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, restent applicables. En d'autres termes, l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Est-ce que vous serez candidat en 2020? On verra en 2020.
Je répondrai à cette question. Certains disent que dans la constitution ivoirienne, il n'est pas très clair de savoir si vous pouvez vous représenter. C'est très clair, je peux me représenter si je le souhaite. On a témoin, avec tous les téléspectateurs d'Afrique avec capté en 2020, ce soit quelque chose. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas pris seulement Africa 24 à témoin, a pris toute la presse internationale à témoin de sa volonté de ne pas se présenter à l'élection de 2020. D'accord, vous et moi on attend 2020 alors. L'article 183 de la nouvelle constitution cristallise donc cette position. Vous et moi on attend 2020. Bien. Pourquoi j'en parle? Pourquoi j'en parle? Excusez-moi, parce que ça va faire partie de l'objet d'une digression. J'ai vu un tweet de M. Emmanuel Macron qui parlait d'un élément historique. En quoi ça paraît historique? Vous voyez? Donc, c'est un peu cet élément-là. En quoi ça paraît historique? La loi, c'est comme je l'ai dit, j'ai mis une de mes communications que vous avez vues. J'ai dit, est-ce que le fait que les conducteurs s'arrêtent au feu rouge, on doit les féliciter? Mais la loi dit, quand vous êtes au feu rouge, vous arrêtez, point. Il n'y a rien d'historique. Rien d'historique. Vous voyez? C'est ça, je veux dire, ce schéma france-africain avec lequel les gens jouent avec nous. Et qui n'est pas bon, qui n'est pas sain. Et lorsque les gens, les Ivoiriens par exemple, vont essayer de répondre à M. Macron, on va trouver que c'est un sentiment anti-français. C'est ça. Or ici, M. Cissé Bakongo qui est parti, qui est professeur d'université, qui est juriste, qui fait partie de ceux qui ont construit même cette constitution du 8 novembre 2016, a dit que ce n'est pas possible. Donc, quelqu'un, je ne sais pas, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Qu'est-ce que M. Macron a dit? C'est un élément historique. Quel est l'élément historique qui s'en sort? Mais, je fais ma petite analyse et le schéma qui se présente à nous, selon moi, puisque je pense, nous avions déjà parlé de ça il y a quelque temps, c'est quoi? Quel est le schéma, selon moi? Selon moi, M. Ouattara ne va pas partir. Pourquoi il ne va pas partir? Puisqu'il parle, si vous écoutez bien, il parle de donner des pouvoirs qui vont au-delà de la législation aux députés. À quelle fin? C'est là où se trouve le problème et que je pense que les gens doivent être vigilants. C'est là où se trouve le problème. J'aurais appris. J'espère que c'est... Voilà, j'attends bien d'avoir la vraie confirmation, mais plusieurs personnes en parlent, que déjà, avant la déclaration de M. Ouattara, Mme Fatou Bensouda, M. Nicolas Sarkozy et M. Ouattara se sont retrouvés à Assini. Je vais essayer d'émettre une hypothèse et un peu caricaturée. À supposer que Mme Fatou Bensouda dise à M. Ouattara, écoute, on a essayé, mais on ne peut pas empêcher le président Gbagbo, le ministre Ablogo de rentrer. Alors, quel est le schéma qui est établi? Le schéma qui est établi, c'est que, comme M. Ouattara a condamné le président Gbagbo par contumace à 20 ans, ainsi que le ministre Charles Blé Goudé, mais il sait pertinemment que ce sont des mesures qui sont illégales. Donc, il y a deux cas de figure. Il s'est dit, une fois que la décision sera donnée, certainement par la cour d'appel, qui est que ils peuvent, en attendant que l'appel puisse avoir lieu, ils peuvent jouir de leurs droits, parce que sinon c'est illégal. Il y a deux aptitudes. Soit le président Gbagbo dit, bon, je rentre immédiatement. Là, je pense, M. Ouattara va prendre ce prétexte pour dire, bon, comme tu es arrivé, on te saisit, on te fout en tôle, parce que tu as 20 ans de prison. Ou bien le président Gbagbo dit, bon, écoute, j'ai fini, je vais prendre le temps de recevoir les gens de mon parti et autres, tout ça, etc., pour pouvoir vraiment nous asseoir et réfléchir. Et dire, je rentre à tel moment, ainsi que comme le fera certainement le ministre Charles Blé Goudé. Mais vous imaginez que lorsque on va lancer les candidatures et que le président Gbagbo lance donne, par exemple, à supposer que sa famille biologique et sa famille politique disent qu'il il est le candidat. Et que le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, qui est devenu, je ne sais plus quoi, qui a été disséqué en plusieurs éléments, que ces différents éléments-là se réunissent et puis
ne veulent pas de la candidature du président Gbagbo, ça va créer un choc et les populations vont se lever. Qu'est-ce qui va se passer? M. Alassane Dramane Ouattara va prendre ce prétexte pour dire, vous voyez, je voulais organiser des élections, j'ai dit, je ne me présente pas. Mais comme il y a des émeutes parce que ils ont pris des enfants en otage qu'ils appellent des microbes. Donc ces enfants-là, hein, comme vous voyez, quand il y a eu des choses, qu'on souvent les voit, qui disent non, on ne peut pas venir ici, ce sont des enfants, malheureusement, qu'on utilise. On leur donne de la drogue, on leur donne un peu de sous, et comme ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, parce qu'on leur donne le sentiment qu'ils sont intouchables, donc ces enfants-là vont commencer à commettre des dégâts. Et bien évidemment, si moi je me fais agresser, je suis obligé de riposter. Et donc, ça peut créer d'autres choses. On va dire, vous voyez, à peine on l'a libéré, voilà ce qui se passe. C'est pour ça qu'on avait dit qu'il devait rester là-bas. Ouattara va prendre ce prétexte pour dire, mais voilà, je vous avais dit. Voilà. Je vous avais dit que ce monsieur-là, il n'est pas venu ici. Vous l'avez laissé venir. Et voilà qu'il est venu. Alors, donc nous, moi je ne peux pas aller, puisque la Constitution me dit que je dois passer le pouvoir à mon successeur. Et comme ce n'est pas ça, je reste. Les députés, vous restez aussi avec moi. Et donc, les députés à qui il a fait la passe, à un moment donné, vont lui faire aussi la passe. Ça veut dire qu'on va donner, donc de manière, je vais dire, illégale, ils vont gérer le pays pendant un certain nombre d'années. Et voilà, donc le schéma, pour moi, ça c'est mon analyse. Okay, c'est pour ça que je vois que M. Alassane Dramane Ouattara décide. Il ne va pas toucher, je suis sûr, il ne va pas toucher l'âge, mais c'est plus de ces éléments-là qu'il prend en compte. Parce que si Nicolas Sarkozy et Fatou Bensouda sont allés là-bas, ce qui veut dire qu'il y a eu, comment on appelle, une rencontre de haut sommet où il y a eu donc des stratégies qui ont été élaborées. Et donc voilà le schéma, pour moi, à mon sens, au sein de mon analyse, qui pourrait s'opérer en Côte d'Ivoire. C'est pour dire qu'encore les populations civiles seront jetées en pâture. Ça veut dire que bientôt, on va encore compter des morts parce que M. Alassane Dramane Ouattara, soutenu par l'oligarchie française, veut effectivement se maintenir parce qu'ils ont beaucoup à perdre si ce monsieur part. Et comme ils ne sont pas sûrs qu'un monsieur comme Gon Coulibaly puisse tenir aussi longtemps, ainsi que M. Ahmed Bakayoko, donc on continue de jouer ce jeu-là. Voilà le schéma dans lequel les gens sont. Et pour moi, il faut que nous soyons vigilants et que nous regardons les choses. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Il faut le dire à M. Macron. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et que c'est quelque chose qui fait partie de la normalité. Comme on n'a pas l'habitude